Notre invitée ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente de l'UMP, donc numéro 2 de l'UMP derrière Nicolas Sarkozy, députée de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Législative, 4e circonscription du Doubs, législative partielle, premier tour hier. L'UMP est éliminée, le Front National est en tête devant le PS. FN, PS au second tour. Appelez-vous les électeurs ayant voté pour l'UMP au premier tour à voter pour le candidat du PS. Un mot d'abord, si vous le permettez, oui, d'analyse du scrutin, et après je répondrai très directement à votre question. On a un PS qui fait presque moins 14% par rapport aux dernières élections, donc une désaffection des électeurs pour le candidat socialiste, et une désaffection qui ne profite pas aux candidats de la droite et du centre, puisqu'en fait, ces 14% se retrouvent presque entièrement sur le Front National. C'est pas une victoire pour la démocratie, il y a moins de 40% de participation, beaucoup d'électeurs qui en fait se sont abstenus quand on regarde en proportion des inscrits. 60% d'abstention. Voilà, donc c'est pas une victoire pour la démocratie. Inscrits, je vais donner les chiffres et je vous laisse poursuivre. Proportion des inscrits, Front National recueille 12% des inscrits, le PS 11% et l'UMP 10%. Voilà, donc c'est un problème majeur qui doit tous nous interroger, tous. Bon, et puis je ne vais pas éluder la question, c'est aussi très préoccupant, bien sûr, pour la droite et le centre, parce qu'en l'occurrence, ça veut dire que ces électeurs qui ne voulaient plus voter PS, on n'a pas su leur proposer une alternative suffisamment crédible, et ça s'est retrouvé en augmentation du score FN. Faut modérer un peu ce que je dis là. On était déjà 3e sur cette circonscription qui est historiquement une circonscription de gauche. Donc on reste 3e, et cette circonscription historiquement de gauche n'était pas une circonscription facile pour nous. N'empêche que c'est vrai, notre candidat n'a pas su attirer ses électeurs déçus par la gauche, et ça doit nous emmener, je crois, à nous transformer, à nous régénérer, à réinventer notre mouvement politique encore plus rapidement que prévu. Pour moi, c'est ça le premier enseignement du scrutin. Parce que là, on laisse aux électeurs le pire des choix. Le choix entre un candidat socialiste qui soutient cette majorité gouvernementale, qui est celle qui désespère les Français, qui est celle qui nous a conduite à la situation économique qu'on connaît, avec 40 000 chômeurs en plus le mois dernier, et qui produit des résultats de ce genre aux élections, et de l'autre côté, un candidat du Front National qui n'apporte bien sûr aucune solution à cette situation. Donc d'abord, je trouve que cette élection, c'est un appel fort qui nous est fait à nous régénérer, à nous transformer encore plus vite pour proposer enfin une alternative crédible. Maintenant, j'avais dit, j'élude pas votre question, vous me posez la question de savoir ce qu'on propose aux électeurs UMP de faire. Il y aura un bureau politique à l'UMP mardi. Il y aura un débat. J'y participerai, et à l'issue du débat, il y aura une prise de position de l'UMP. Je ne peux pas vous dire quelle sera cette position de l'UMP parce qu'elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas encore débattue. Même si Nicolas Sarkozy a dit, je vais vous laisser, même si Nicolas Sarkozy penche pour le fameux ni-ni. En revanche, je vous écoute. Et il a accepté un débat collectif, c'est un débat à l'issue duquel il y aura une position collective, donc je ne peux pas vous dire quelle elle sera. En revanche, moi je peux vous dire quelle position j'y défendrai dans ce débat. Et j'y défendrai la position que j'ai toujours défendue, à savoir, si j'étais moi, personnellement, confronté à ce choix, à cette alternative, et avec regret, sans gaieté de cœur, néanmoins, je choisirais de voter pour le candidat qui est opposé au candidat du Front National. Pour le candidat socialiste. C'est un choix. Pour le candidat socialiste. C'est un choix personnel, oui, en l'espèce. C'est un choix personnel, et c'est position personnelle que j'ai toujours défendue et que je défendrai mardi au bureau politique. Et que vous défendrez mardi au bureau politique. Oui. Vous n'êtes pas la seule d'ailleurs, parce que j'ai vu Dominique Bussereau, par exemple, qui dit exactement la même chose que vous, et il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres partis qui disent le contraire. Bien sûr, c'est un débat ancien dans ma famille politique. Guillaume Pelletier. C'est un débat ancien dans ma famille politique. Pas beaucoup mais vous en trouverez beaucoup d'autres qui disent le contraire. C'est une position qui est probablement plutôt minoritaire dans ma famille politique que je défends là. Mais je la défends quand même. Mais pourquoi est-ce que vous la défendez ? Quels sont vos arguments? Quels sont les arguments que vous allez faire valoir demain? Parce que Jean-Jacques Bourdin, je ne renvoie pas exactement dos à dos le Parti socialiste et le Front National. Je pense que le Parti socialiste, avec lequel je n'ai rien de commun, à la politique duquel je ne participe en aucune manière. Je pense que le Parti socialiste désespère la France. Ce que vous me direz est déjà très très grave. Mais je crois que le Front National... Mais vous ne donnez pas espoir à la France, vous.
pour l'instant. Finissez avec le PS. Je viens de vous dire ça la dernière fois. Je viens de vous dire ça tout à l'heure. Je viens de vous dire que le premier enjeu pour nous, c'est de nous régénérer pour proposer une alternative crédible, pour que les électeurs n'aient pas à faire ce choix-là. Parce que l'UMP n'est pas l'alternative aujourd'hui. Pour que les électeurs n'aient pas à faire ce choix-là, qui est le choix du pire. Maintenant, quand on est devant, je vous dis, pour moi, pour ce qui me concerne, je ne renvoie pas le Parti Socialiste et le Front National dos à dos. Le Parti Socialiste désespère la France, vous me direz c'est très grave. Je pense que le Front National défigurerait la France. Voilà. La différence est là. Ce sont les arguments que vous allez employer demain pour essayer de convaincre le bureau politique. C'est les raisons personnelles de mon choix. Maintenant, si le bureau politique décide le nini, vous faites quoi? Si vous voulez aller un peu plus loin dans les arguments, je dirais que le Parti Socialiste sont des adversaires politiques avec lesquels on débat. Le Front National, ils veulent notre mort. Rien d'autre. Ils veulent pas le débat. Ils veulent pas le débat. Ils veulent pas cette alternative démocratique. Ils veulent notre mort. Rien d'autre. Et participer de ça, je veux dire, avoir l'air de pas s'en rendre compte, faire comme si on l'avait pas vu, laisser faire, non, je le sens pas. Voilà, c'est Jean Monod. Mais si le bureau politique choisit le ni-ni, que faites-vous? Mais moi, je me battrai. Vous vous rangez à la décision. Je me battrai pour ma position. Pour vos idées. Mais je crois pas beaucoup qu'on me fera changer d'avis. Parce que c'est pour moi une position ancienne. Ça fait des années que j'y réfléchis à ce sujet. J'ai même écrit un livre pour le dire. J'ai écrit un livre précisément pour dire que confronté à une telle situation, mon choix serait celui-là. Je l'inscris pas dans une logique que certains appellent le front républicain. J'aime pas le mot de front républicain. Je trouve que le mot de front républicain est absurde parce qu'il laisse penser l'idée qu'il y aurait une alliance, qu'il y aurait un accord, qu'il y aurait un soutien. C'est pas ça le sujet. C'est parfois vous êtes confronté à une alternative que vous n'avez pas voulu. Faut faire un choix. C'est pas un choix idéal. Vous n'aviez pas envie de faire ce choix-là. Mais il faut le faire, et vous le faites. Quand le Front National, en 2002, vote Chirac contre Jean-Marie Le Pen, il ne soutient pas Chirac. Il ne fait pas un front. L'UMP vote, le PS vote. Le PS. Il soutient pas, il ne fait pas un front, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'alliance, il n'y a en aucune manière d'accord derrière ça. Il y a simplement le fait qu'à un moment, vous pouvez être confronté à des choix que vous n'aviez pas envie de faire, mais qu'il faut bien faire. Oui, mais il va falloir assumer cette position après. Mais je l'assume, je suis chez vous, je l'ai dit. Oui, vous avez l'impression que je ne l'assume pas? Si, justement, vous dites toujours, j'aime prendre des risques, je ne cherche pas le confort. Vous n'allez pas chercher le confort pour l'avenir. C'est un mot abusif, je trouve qu'il faut savoir en prendre, qu'on n'est pas là en politique. Gardez vos convictions. On n'est pas là en politique pour se planquer. On est là en politique pour répondre à des questions, faire des propositions, et parfois dans des circonstances qui ne sont pas faciles et qu'on n'a pas choisies. Moi, j'aurais préféré que mon candidat soit présent au deuxième tour de la partielle du Doubs. J'aurais préféré tellement. Évidemment que j'aurais préféré. J'aurais préféré pas avoir à répondre à cette question que vous me posez. Mais la question, elle existe, alors je vous y réponds. Mais ça veut dire quoi? Que Nicolas Sarkozy n'a pas donné envie d'aller voter? Ça veut dire que pour lui, c'est déjà un premier échec? Jean-Jacques Bourdin, je trouve vraiment très injuste la manière dont certains commentateurs ce matin essayent d'attribuer cette situation à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, ça fait seulement 2 mois qu'il est président de l'UMP et qu'il a engagé l'effort de transformation et de régénération de l'UMP. Je trouve ça vraiment injuste de vouloir lui coller ça comme étant un échec personnel, d'autant plus que si vous tenez à attribuer au président du parti... Je vous pose la question. Oui, je vous réponds. Si on voulait attribuer au président du parti les résultats des élections partielles, quels qu'ils soient, il faut les prendre tous. Depuis qu'il est arrivé, il y a aussi eu la partielle dans l'Aube, vous savez, pour remplacer François Baroin, qui avait été élu sénateur. L'UMP a fait 60%. Il y a eu ce même week-end, là, justement, hier, la municipale à Ajaccio. Notre candidat, Laurent Marcangeli, a été élu avec 60%. Candidat de beaucoup, candidat des autonomistes, candidat des centristes, candidat de... C'est bien, Jean-Jacques Bourdin, c'est le candidat UMP, et il a été élu avec un très gros progrès même par rapport à la municipale de mars 2014. Donc dire que ce serait de la faute de Nicolas Sarkozy si ça se passe pas comme on voudrait dans le Doubs, mais ce serait pas grâce à lui. Alors, j'ai une dernière question, puis on va passer à un autre sujet. Mais je le dis, j'ajoute une dernière chose, c'est que un mouvement politique, encore une fois, j'aurais préféré qu'on soit mieux placé dans le Doubs, mais bon, un mouvement politique gagne pas toutes les élections, voilà, parce que ça se passe pas comme ça non plus. Le nini, ce serait une faute? Moi, je pense... Je vous pose la question. Est-ce que le nini serait une faute? Je l'ai déjà dit par le passé, quand on avait déjà eu cette discussion-là. Je pense que le nini est une position qui n'est pas claire.
Parce qu'on ne se définit pas en fonction de ce qu'on ne fait pas, on se définit en fonction de ce qu'on fait en politique. Même si quand on est confronté à une alternative, à un choix entre deux situations qu'on aime ni l'une ni l'autre, comme ces choix-là, évidemment on est tenté de dire ni l'un ni l'autre, enfin rien. Voilà. Mais je pense, moi je préfère qu'on fasse des choix, qu'on propose quelque chose, qu'on fasse des choix positifs, même si on ne peut pas vraiment parler de choix positifs dans cette alternative qui n'est pas mon alternative préférée, vous l'avez compris. Vous parliez tout à l'heure de rénovation, il faut aller très vite, disiez-vous. Ça veut dire que le parti, l'UMP, va changer de nom? C'est fait là, enfin, de nom et d'orientation c'est pas le seul sujet, je veux dire. Pas le seul sujet. Le nom, les mots ont un sens. Moi, je pense que c'est important. Mais le nom, il doit venir parachever un processus de régénération en profondeur. Ce que je crois, c'est que les Français n'ont pas besoin qu'on leur propose des solutions qui d'ailleurs sont pas des solutions, sont souvent des discours, des propos extrêmes ou extrémistes. En revanche, ils ont besoin et envie de solutions radicales. Ils veulent que les choses changent en profondeur. Entendez-moi, c'est pas la même chose. Les partis extrêmes, très souvent, ils vous tiennent des discours qui sont faits d'ailleurs parfois pour provoquer, pour choquer l'oreille, justement pour remplacer le fait qu'il n'y aurait pas d'action, le fait d'ailleurs qu'ils n'ont pas vraiment d'action et pas vraiment de solution à proposer. Moi, je veux qu'on soit le parti des solutions et sur certains sujets, le parti des solutions radicales. Je prends un exemple très concret. J'ai trouvé que les propositions faites par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, sur l'école républicaine, sur la réponse à ces problèmes importants enregistrés dans des centaines d'établissements sur la minute de silence, ces propositions étaient en aucune manière à la hauteur, en aucune manière. J'ai eu l'impression même qu'elle ne comprenait pas le problème. Vous comprenez, c'est pas avec une charte de la laïcité ou avec un débat sur ceci et cela ou en rappelant les valeurs civiques. Par exemple, tiens, une idée. Par exemple, moi je trouve qu'il faut poser la question du placement des enfants qui, dans leur famille, sont entraînés dans des dérives de radicalisation. Je vous prends un exemple très concret. Le placement hors de leur famille. Je vous prends un exemple très concret. À Mulhouse, le maire de Mulhouse, qui est un ami, Jean Rotner, me dit que dans sa ville, il y a des dizaines d'enfants qui le matin arrivent tous les jours en retard à l'école parce qu'ils sont à la prière. Ils sont emmenés à la prière par leurs parents. Et quand les parents sont convoqués, parce que les parents sont convoqués, les parents expliquent qu'il y a des autorités religieuses supérieures à tout et supérieures à celles de la République. Déchéance de l'autorité parentale. Je vous dis que... Déchéance de l'autorité parentale pour ses parents. Je vais être très précis. Alors allez-y. Aujourd'hui, la moitié des signalements qui sont faits à la protection judiciaire de la jeunesse sont faits par l'éducation nationale. Et très souvent, ils sont faits pour des motifs de violence, soupçons d'inceste, maltraitance sur les enfants. Je dis que la dérive radicale, c'est une maltraitance. Que quand un parent entraîne son enfant dans une dérive radicale, en fait, c'est une situation de maltraitance. Parce que qu'est-ce qui se passera derrière? Ça le conduit où l'enfant de ne pas aller à l'école et d'aller à la prière à la place? Donc je dis qu'il faut se poser la question, dans cette situation-là, du placement de l'enfant. Le placement de l'enfant et déchéance de l'autorité parentale jusque-là. Oui, après c'est des questions juridiques pour savoir quelle formulation juridique vous trouvez pour le placement de l'enfant. Au passage, la question du placement de l'enfant doit poser la question du retrait des allocations familiales et ne la pose pas assez souvent. C'est-à-dire que très souvent, vous avez des enfants qui sont placés et dans la majorité des cas, il n'y a pas pour autant de retrait des allocations familiales. Or, ça peut être pour des motifs sociaux, c'est le juge qui en décide. C'est parfois pas que pour des bons motifs, je trouve. Nathalie Kosciusko-Morizet, voilà une proposition dans laquelle vous faites des propositions. Vous dites une proposition concrète. Il y a des sujets sur lesquels il faut être radicaux. Ça n'a rien à voir avec un discours extrémiste. Et quand on voit les tracts de la candidate Front National dans le Doubs, on comprend pourquoi moi je ne recommande pas à nos électeurs d'aller voter pour elle. Parce qu'on est dans l'extrémisme le plus absurde. Parce qu'on est dans le discours violent, dans le discours provoquant et dans le discours sans solution. Mais Nathalie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites des propositions, ça veut dire que vous faites valoir une position qui est originale, pleine de conviction. Ça veut dire que vous n'excluez pas d'être candidate à la primaire? Mais moi, je l'ai déjà dit, Jean-Jacques Bourdin. Vous n'excluez pas? J'ai déjà dit, je ne l'excluais pas. C'est une question qui n'est pas pour aujourd'hui. Vous avez envie? Non, elle n'est pas pour aujourd'hui. Elle n'est absolument pas pour aujourd'hui. Mais vous y pensez? Jean-Jacques Bourdin, je mets énormément... Vous y pensez? Pas vraiment, franchement. Pas vraiment, je vais vous dire pourquoi. Nathalie je mets énormément de mon énergie en ce moment. Dites-moi franchement, est-ce que vous y pensez? Mais oui, vous y pensez. Quel est l'homme politique qui n'y pense pas?
ou la femme politique? Et vous m'avez invité, moi. Ben oui, je vous ai invité, êtes en train de me parler de vous, en quelque sorte. Non, vous y non, posez... vous. D'accord, vous me posez la question à moi, alors c'est moi qui réponds. C'est pas alors, vous qui répondez pour moi. allez-y. Je vous réponds. Répondez franchement. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à faire quelque chose que vous ne voyez pas, et c'est normal, vous n'avez pas vocation à le voir, qui est m'occuper de la refondation de notre mouvement politique. Il y aura un nouveau mouvement politique au printemps prochain. Voilà. Il va y avoir, d'ici quelques jours, un questionnaire qui sera envoyé à tous nos adhérents sur qu'est-ce que vous voulez pour notre nouveau mouvement politique. Pour moi, c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la régénération de notre famille politique. Faire en sorte qu'elle soit à nouveau capable de proposer une alternative, une espérance aux Français. Voilà. Pour pouvoir faire l'alternance, il faut qu'on puisse présenter une alternative aux Français. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Si on n'y arrivait pas, si il apparaissait dans ce débat-là qu'il y a des désaccords de fond, des désaccords insoluble, irréconciliable, alors oui, je me poserai la question d'aller porter mes propres convictions à la primaire. Mais c'est pas mon sujet du moment. Parce que mon sujet du moment, c'est de faire passer mes idées dans l'appareil tel qu'il est, et je mets toute mon énergie à ça. Tsipras à Paris, mercredi. Alexis Tsipras, reçu par François Hollande. Faut-il, comme il le demande, organiser au plus haut niveau européen une conférence sur la dette? Ça dépend pour faire quoi. Soyons clairs. La Grèce a une dette vis-à-vis de l'Union européenne, et puis il y a des dettes bilatérales, des dettes contractées vis-à-vis des États. Bon, la Grèce, à ce titre, doit de l'ordre de 47 milliards à la France. La France, comme État, sans transiter par l'Europe. 47 milliards, ça fait 700 €, grosso modo, par Français. Alors, François Hollande a été élu président de la République, nul ne lui conteste cette légitimité. Ça ne lui a pas donné mandat, je trouve, pour effacer une dette de 700 Il n'a pas dit qu'il allait l'effacer. Auprès de chaque Français. Il a dit, Michel Sapin a dit que des aménagements étaient possibles. Jean-Jacques Bourdin, je dresse par avance les limites. Les Grecs. Vous êtes contre tout effacement de cette dette. Oui, les Grecs sont... Aménagement ou pas? Aménagement, ça peut se faire, c'est autre chose. Les Grecs sont bien libres de définir leur choix politique, souverainement. C'est leur liberté. Ils votent pour qui ils veulent, ils mettent en place la politique qu'ils veulent, mais pas à nos frais. Pas à nos frais, à nous les Français. Donc je dis clairement, l'effacement de la dette, l'annulation de la dette, c'est non. Après, la renégociation au sens de la maturité de la dette, des taux, des aménagements, ça, on peut naturellement en parler, mais pas l'effacement. Une dernière question. Bruno Le Maire était à votre place il y a quelque temps, ici même. Il a fait sa rentrée ici, sur RMC BFM TV, en 2015. Il demandait le réexamen de liens diplomatiques, notamment avec le Qatar. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Je pense que ce qui s'est passé au moment des attentats en France doit nous amener à revisiter toutes nos politiques publiques. Vous voyez, les mots ont un sens. Et aussi nos choix diplomatiques? Et aussi, les mots ont un sens. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut les peser beaucoup avant de les utiliser. Et une fois qu'on les a utilisés, en tirer toutes les conséquences. Tout le monde, dans tout l'arc politique, a utilisé le mot guerre. Personnellement, j'ai vraiment réfléchi avant d'utiliser le mot guerre. Je trouve que c'est un mot qui est très fort, mais qui est aussi lourd de conséquences. Et j'ai choisi de l'utiliser, comme beaucoup d'autres, parce que je pense que c'est la réalité. Ces gens-là nous font la guerre. Les terroristes nous font la guerre. Mais ce mot, il entraîne des conséquences. S'il y a la guerre, on n'est plus dans le même contexte. On ne change pas nos politiques à la marge. On n'est pas juste en train de s'adapter à la marge. On doit revisiter toutes nos politiques en fonction de cette nouvelle réalité qui transforme véritablement les choses, y compris nos relations diplomatiques. Elles peuvent être revisitées à l'aune de cette nouvelle réalité. Vous avez des doutes sur certaines complicités qui pourraient exister entre les extrémistes islamistes et des pays du Golfe? Il n'y a pas que le Qatar, d'ailleurs. Oui, je vais vous dire, alors c'est peut-être une sensibilité féminine, mais l'Arabie Saoudite, par exemple, voilà, c'est vrai que je fais partie de ceux qui ont été un peu surpris de voir qu'il y avait, je crois que c'était un ministre ou un représentant saoudien à la manifestation du 11 janvier. Bon, ils ont condamné un blogueur qui justement exerçait sa liberté d'expression à coup de fouet. Les femmes n'ont pas le droit de conduire en Arabie Saoudite. Voilà, je trouve qu'il faut qu'on se pose certaines questions dans nos relations avec ces pays, parce que, vous comprenez, je ne vois pas très bien comment on dit à un Français tenté par une dérive radicale dans une grande ville de nos banlieues que non, il ne faut pas que sa femme porte la burqa, que les femmes sont l'égale des hommes, et que si on n'a pas un discours plus clair vis-à-vis de certains des pays qui pratiquent, eux, la
différence, mais légale, enfin inscrite dans le droit entre les hommes et les femmes. Alors vous me direz, on ne peut pas imposer nos normes, vous aurez raison, mais ça n'empêche pas de se poser la question de la cohérence parfois de nos politiques. On est plus fort si on est plus cohérent. La République a besoin d'être forte en ce moment. Les terroristes, ils ont voulu la battre. Ils n'ont pas réussi à la battre. La France a réagi debout, la France a réagi en se dressant, mais elle sera d'autant plus forte qu'elle sera cohérente, qu'elle fera la démonstration que tout leur discours, qui est de dire que l'Occident est décadent, que l'Occident c'est la pornographie, que l'Occident n'a pas de valeur, c'est faux. On a des valeurs, c'est pas les leurs, mais on a des valeurs. Et je prétends que les nôtres, elles sont universelles et elles méritent d'être défendues, et l'égalité de l'homme et de la femme en font partie. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet, il est 8h56.